Hey, salut tout le monde, c'est Mister Market. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va faire suite à la précédente sur les études de satisfaction dans le grand chapitre du BTS MCO qu'on appelle concevoir et analyser des études commerciales. Alors, on s'était arrêté la dernière fois avec une différence entre l'analyse qualitative et quantitative, et aujourd'hui on va reprendre ce cours en allant plus loin et notamment en parlant de méthodologie. Allez, on va y aller. Du coup, cette méthodologie, eh bien, elle est en plusieurs parties. On va voir les méthodes de recueil de l'information. Donc, on a vu qu'il y a des méthodologies qualitatives et des méthodologies quantitatives, mais des fois on n'a pas le temps de faire les deux, nous sommes pressés vers le temps. Donc il faut choisir. Le premier élément, c'est ce que l'on appelle dans le cahier des charges la taille de l'échantillon. Dans le cahier des charges, vous devez dire combien de personnes vous souhaitez interroger. Alors, il faut savoir qu'au niveau de la taille de l'échantillon, il y a ce qu'on appelle des standards. C'est-à-dire qu'en dessous de ce certain nombre, c'est caduc, ça ne fonctionne pas. Pour ce qui est des études qualitatives, on considère qu'en dessous de 5 personnes interrogées, ça ne fonctionne pas. Pour ce qui est des études quantitatives, on va considérer qu'en dessous de 100 personnes, de 100 réponses, ça ne fonctionne pas non plus. Pourquoi ça ne fonctionne pas? En fait, c'est ce que l'on appelle la représentativité. Normalement, votre étude elle doit être représentative de la population. Alors, quand vous allez faire des statistiques avancées, vous allez voir quelque chose qui s'appelle les probabilités et la représentativité. En fait, la représentativité, c'est vous dire que ce que vous avez comme résultat est représentatif de ce que pense la majorité de la population. Eh bien oui, pensez que si vous interviewez votre sœur sur un sujet, votre sœur ayant bien son avis, est-ce que vous pensez vraiment qu'une seule personne interrogée, l'avis de votre sœur, sera représentatif de ce que va penser tout le monde en France? Ah non, évidemment, ça ne fonctionnerait pas. C'est pour ça qu'on a en fait un minimum d'interrogés. Alors en BTS, on va prendre 5 en quali, moi j'irai jusqu'à 10 pour un niveau master. Et en quanti, on va prendre 100, j'irai jusqu'à 500 pour un niveau master. Parce qu'on se dit qu'en dessous, votre réponse, bien qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, ce n'est pas la question, n'est pas représentative de la population. Votre réponse ne peut pas être extrapolée à la population, votre cible dans son ensemble. Deuxième chose, c'est le budget. Vous allez me dire, oui, mais moi, il n'y a pas de budget dans mon entreprise pour ça. Il n'y a que moi qui vais le faire. Mais oui, mais vous représentez un budget pour votre entreprise. Comment c'est possible? Eh bien, effectivement, pour votre entreprise, normalement, vous avez une fiche de poste. C'est-à-dire que vous devez faire quelque chose sur un temps donné. Imaginons, normalement, vous êtes vendeur. Vous avez donc des objectifs, un CA à atteindre par jour. Tout le temps que vous allez passer sur cet entretien, à faire vos entretiens, à dépouiller, à analyser, eh bien c'est un manque à gagner pour l'entreprise parce qu'il y a le manque à gagner de votre CA habituel sur ce poste. Et donc même une étude qui aurait l'air gratuite parce que vous le faites ne l'est pas parce qu'elle est proportionnelle au manque à gagner que vous avez raté en ne faisant pas vos missions terrain. Donc essayez dans le cahier de charge de toujours quantifier combien ça va coûter à l'entreprise de réaliser le questionnaire, même vous-même. Et puis sinon, il y a des cabinets de conseil, des cabinets d'études marketing. Et là, le budget, c'est la première question. Ils vont vous prendre en R1, ce qu'on appelle un R1, c'est un premier rendez-vous de découverte client, et vous demandez quel est votre budget pour réaliser votre étude. Suite à cela, ils vont vous dire le temps qu'ils vont y passer, comment y faire et quels sont les outils. Mais le plus important, c'est le budget. 3, l'urgence de la situation. Certaines entreprises n'ont pas le temps. Parce que c'est la crise, parce qu'il faut réagir vite, il faut trouver le problème. Vous n'avez pas le temps de faire une recherche documentaire, un quali et un quanti. Alors vous allez proposer un système à votre entreprise, un système D. Voilà, alors j'ai un mois, je dois faire juste un quali, je dois faire juste un quanti parce que je n'ai pas le temps. Donc il faut timer tout ça. Votre charge de travail ne va pas être la même si vous avez un mois, 2 mois, 2 jours, 6 mois. Donc, dites combien de temps cela va vous prendre. Le type d'étude, il faut détailler. Alors, on a vu qu'il y a la recherche documentaire, ça c'est un petit peu à part. Il y a le quali et le quanti. Développer les types d'études et ce que vous allez y faire dans chacune des études. Parce que tout le monde n'est pas spécialiste et que vos managers aiment savoir où vous allez, vos collaborateurs aussi. Développer qu'est-ce que vous allez faire dans quelle partie. Ensuite, vos compétences.
Eh bien, ça dépend de vos compétences. Si vous ne savez pas faire, autant déléguer. Si vous savez faire, autant le faire. Il y a des spécialistes dans le domaine qui pourront vous apporter des réponses très poussées sur des problématiques extrêmement précises, mais évidemment, cela va coûter beaucoup plus cher. Donc, n'hésitez pas à dire si vous n'avez ou vous n'avez pas les compétences. Seule chose qui va changer, c'est que sur vos FAP, dans le degré d'autonomie, mettez que vous avez travaillé en collaboration. Le secteur. Alors, ça peut être bizarre de retrouver le secteur, mais il y a des secteurs où c'est extrêmement compliqué de trouver de l'information. Je vais prendre un petit exemple assez cocasse qui m'est arrivé. Quand j'étais en master, il y avait un groupe dans ma classe qui avait à charge de faire une étude de satisfaction, enfin, pas de satisfaction, pardon, excusez-moi, une étude quali et quantitative sur un secteur en particulier. Moi, perso, c'était sur la grande distribution. Donc, ça a été très simple de trouver des informations parce que j'ai beaucoup de répondants. Beaucoup de gens vont dans les supermarchés, donc c'est facile de recueillir de l'information sur ces secteurs-là. Par contre, il y avait un groupe qui travaillait sur le milieu pornographique. Et notamment, il s'intéressait à comment on arrivait à la recherche de la vidéo finale. Sujet qui est tout à fait intéressant pour certaines marques. Hein. Mais le problème, c'est que comment vous faites pour faire un quali, un quanti là-dessus? Le quali, vous allez demander à 10 personnes de parler de leur habitude de consommation pornographique. Face à vous, c'est très compliqué de trouver 10 personnes. Et puis alors là, pour le quanti, trouver 100 personnes, même si c'est anonymement, qui vont répondre combien de temps vous mettez à trouver vos vidéos pornographiques, combien de temps vous mettez à choisir votre vidéo, combien de temps, c'est très dur. Donc en fait, en fonction du secteur, ça va changer un certain nombre de paramètres. Donc soyez au taquet là-dessus. Ensuite, on va avancer sur ce qu'on appelle l'analyse des résultats, surtout le rôle du manager. À quoi vous allez servir? Alors, il y a plusieurs résultats qui vont être mis en avant quand vous allez faire votre étude. C'est au manager là je vais faire les missions d'un manager dans la réalisation d'une étude commerciale. Première, vous devez trier les informations pertinentes des informations non pertinentes. Quand vous êtes dans un quali ou dans un quanti, vous allez avoir une montagne d'informations, mais vraiment une montagne. C'est à vous de savoir ce qui va dans intéressant et ce qui va dans inintéressant. C'est extrêmement compliqué parce qu'il n'y a pas de méthodologie. Je ne peux pas vous dire, voilà, vous allez sur le cours de Mr Market, il a dit qu'il y avait ça qui était intéressant, ça qui n'était pas intéressant. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vous et votre intelligence, votre jeu, votre perspicacité. Est-ce que cette information a de l'importance pour ma problématique? Par exemple, il peut y avoir des informations extrêmement importantes, extrêmement intéressantes, mais qui ne sont pas du tout pour votre problématique. Par exemple, vous vous intéressez à la satisfaction client, et puis vous avez quelque chose sur, je sais pas, la qualité, qu'est-ce que je pourrais dire, des outils d'aide à la vente. C'est intéressant, mais enfin quand on va être sur la satisfaction par exemple, je sais pas, du site internet, ça n'a aucun intérêt. Donc vous triez les informations pertinentes. Parce que quand vous allez faire votre reporting à la fin, l'analyse des résultats, vous ne pouvez pas balancer toutes les informations. On n'a pas le temps, on n'a pas envie de tout entendre. Du coup, il va y avoir qu'une seule chose à faire. Qu'est-ce qui est intéressant à dire à l'essentiel à mon équipe et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et c'est d'ailleurs le deuxième point. On va transmettre que les résultats intéressants. Les résultats qui sont sur votre problématique. Ce que l'on appelle les résultats principaux et pas secondaires. Par contre, il peut y avoir tout un tas de résultats secondaires. C'est-à-dire des résultats qui ne traitent pas directement de votre problématique, comme là avec ce qu'on a fait sur les outils d'aide à la vente, mais qui peuvent être quand même très intéressants. Donc ça, vous les mettez en résultats secondaires. Et si on a le temps, si les gens s'intéressent à ces résultats secondaires, on pourra creuser. Mais ce n'est pas la réponse à votre problématique. Et ça, c'est le plus important, la réponse à la problématique. Vous pouvez identifier d'autres problématiques à travers vos résultats secondaires. N'hésitez pas à les mettre à ce qu'on appelle en ouverture à la fin d'un sujet. L'ouverture vous permet d'aller vers d'autres problématiques, explorer d'autres champs. Ça vous sert aussi à construire des PAC et des PAM. Mais alors, qu'est-ce que c'est cette abréviation un petit peu bâtarde de PAC et de PAM? PAC, P-A-C, signifie plan d'action commerciale. PAM signifie plan d'action marketing. Les plans d'action commerciaux sont des plans que vous mettez en œuvre suite aux résultats de votre étude commerciale. Par exemple, vous avez vu que
il fallait refaire l'intégralité de votre merchandising. C'était ce qui est ressorti de votre analyse quantitative. Et bien du coup, vous allez faire un plan d'action commerciale. On verra ça dans une autre vidéo, comment faire un plan d'action commerciale. Mais vous allez voir qu'il va falloir faire le qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi de ce plan d'action. Dernière étape, il va falloir évidemment organiser une réunion d'équipe parce que vos résultats, vous ne les gardez pas pour vous. Vous devez mettre au courant l'ensemble de vos collaborateurs, que ce soit vos subalternes ou vos responsables. Tout le monde doit être au courant de vos résultats. Parce que déjà, 1, ils vous ont financé. 2, il y a eu un problème et c'est à vous de le résoudre. 3, il faut donner des résultats intéressants. Une fois que ce rôle de manager il est fait, il faut évidemment s'intéresser aux objectifs de l'étude et comment on fait pour donner ces résultats. Il ne faut retenir que le résultat important. Il faut aller au direct, à l'essentiel, quand vous faites une retranscription de résultats. Alors vous avez des outils d'enquête en ligne qui peuvent vous fournir des résultats sous forme de schémas divers et variés. Premier, vous pouvez avoir des tableaux de bord. Vous donnez vos résultats sous forme de tableaux de bord, un peu comme vous avez quand vous rendez vos comptes en termes de chiffre d'affaires, etc. Ensuite, un reporting spatial, c'est-à-dire que vous faites ça sous forme d'une image, vous mettez vos problématiques et les résultats. Ça doit être sous forme graphique. 3, vous pouvez mettre vos formes sous forme d'outils d'aide à la vente. Par exemple, vous faites un PowerPoint. Voilà, vous présentez vos résultats sous forme d'un PowerPoint, vous présentez ce résultat sous forme d'une carte de visite, etc., etc. Et dernier, vous créez des graphiques de suivi. Les graphiques de suivi, ils sont par exemple établis à la fin. Par exemple, vous avez trouvé qu'il faut refaire votre merchandising, c'était le sujet de la diapositive précédente. Et bien vous allez mettre en place des graphiques de suivi avec des indicateurs. Ça va être le mètre linéaire, le mètre linéaire développé, le nombre de ventes par linéaire, etc. qui sont des graphiques qui permettent de suivre les indicateurs importants de votre problématique. Mais ça, il y a plein de choix. Vous pouvez avoir aussi des présentations sous forme orale avec des camemberts, etc., etc. On va s'arrêter là pour cette partie parce qu'après, on va aller dans le gros du travail. Quelle est la méthodologie de ces enquêtes-là? Je vous souhaite évidemment une bonne révision et je réponds à toutes vos questions dans l'espace commentaire. N'oubliez pas, si vous avez la moindre interrogation, on se dit à la prochaine fois. Bonne révision!